La Fondation Latsis International fut créée à Genève par John Latsis il y a un peu plus de 40 ans. Cette fondation encourage la recherche académique en attribuant des prix à de jeunes scientifiques ayant réalisé des travaux tout à fait exceptionnels, soit dans les sciences communément appelées dures, au sein des écoles polytechniques de Zurich et de Lausanne, soit dans ce domaine très large qui englobe ce qu'on appelle les humanités, droit international, la littérature en passant par la philosophie, pour des travaux réalisés à l'université de Saint-Gall et à l'université de Genève. La Fondation soutient également des conférences exceptionnelles, comme celle qui sera donnée à l'issue de cette cérémonie. C'est donc 4 lauréats que nous célébrons chaque année, et puisque malheureusement nous n'avons pas pu rendre justice à nos lauréates et lauréats de l'année passée, pour des raisons qui ne nous auront sans doute pas échappé, c'est donc 8 lauréats cette année que nous allons célébrer au travers de 8 petites vidéos qui, comme vous le verrez, illustrent particulièrement bien, me semble-t-il, la richesse des disciplines et des esprits qui sont le cœur de nos institutions académiques. La Confédération, Monsieur le conférencier, Monsieur le recteur, Monsieur le président de la Fondation Latsis, Mesdames les lauréates, Messieurs les lauréats et Mesdames et Messieurs, et aussi toutes les personnes qui viennent de l'université, je voudrais vous saluer. C'est un vrai plaisir pour moi d'ouvrir cette cérémonie, encore une fois, des prix Latsis. Je sais que ce n'est pas pour moi que vous êtes venus, donc je ne serai pas trop longue, mais j'ai quand même envie de vous adresser quelques mots, et je crois que c'est symboliquement important. D'abord, c'est l'occasion pour moi, au nom des autorités cantonales, de remercier la Fondation Latsis, qui depuis, on l'a dit, une quarantaine d'années, offre cette possibilité de mettre en avant de jeunes chercheurs talentueux et de rappeler l'importance de notre haute école en Suisse. C'est important et j'ai envie de le dire encore plus aujourd'hui. Vous savez, on a eu l'occasion beaucoup d'en parler lors du Dies Academicus, on est dans une période où les faits alternatifs malheureusement sont légion et je crois qu'il est important de rappeler encore et une fois que les frontières de l'ignorance doivent être repoussées toujours plus loin. C'est important également aussi de rappeler que les hautes écoles sont des écoles de précision, de rigueur et que la science n'est jamais inopine. Cette cérémonie, c'est aussi, Mesdames les lauréates, Messieurs les lauréats, l'occasion de vous féliciter. De vous féliciter parce que vous avez su déjà entamer une carrière académique, je suis sûre, qui sera riche et prometteuse, et vous avez réussi aussi peut-être à sortir des sentiers battus. C'est peut-être ce qui fait un peu l'originalité aussi du prix Latsis, c'est de mettre en évidence des jeunes chercheurs qui arrivent à montrer peut-être des choses un tout petit peu différentes ou à mettre en cause peut-être parfois certaines de nos certitudes. C'est aussi l'occasion de, quand on regarde vos parcours, et j'ai regardé un petit peu qui vous étiez, de voir que si certains viennent de Suisse, d'autres viennent d'autres pays, vous travaillez ici en Suisse, mais vous venez aussi, vous avez travaillé parfois aussi ailleurs, et c'est de rappeler aussi l'importance de la mobilité pour les chercheurs suisses et les chercheuses suisses ou les chercheurs étrangers qui viennent chez nous. Et j'ai envie de le rappeler parce que vous savez très bien qu'on est dans une période un petit peu compliquée avec l'Union européenne, qu'on a été sorti du programme Horizon Europe, que c'est un véritable défi maintenant pour nos chercheuses, pour nos chercheurs, parce que, certes, la Confédération essaie de faire des efforts et de mettre de l'argent, donc c'est très bien que c'est pas seulement participer à Horizon Europe qui est important, c'est aussi pouvoir piloter les projets, et actuellement, ça n'est pas forcément, ça n'est plus possible. Donc je ne peux qu'espérer que les autorités fédérales sauront trouver des solutions. J'ai dit tout à l'heure que certains d'entre vous sortaient des sentiers battus. Et en tant que responsable des écoles de ce canton, je me pose toujours une question, est-ce que nos écoles ne formatent pas trop nos élèves? Au fond, comment en définitive arriver à la fois à donner aux élèves les connaissances qui seront importantes pour les hautes écoles, pour leurs études futures, tout en évitant de les formater trop et d'empêcher peut-être l'originalité ou la créativité, c'est-à-dire comment les faire sortir des certitudes que nous avons très souvent. Et en m'interrogeant là-dessus, je me suis dit que ça nécessite que les études, notamment les études gymnasiales, ce qu'on appelle en Suisse des études gymnasiales, donc avant la maturité, avant le baccalauréat, soient des études qui restent très généralistes. Je crois beaucoup à la diversité des disciplines, je ne crois pas du tout à la spécialisation au niveau des collèges ou des lycées. Je crois au contraire qu'on doit avoir des études qui soient le plus larges possible
et qui fasse appel à pas trop de spécialisation et qui fasse appel aussi aux sciences humaines qui nous permettent de réfléchir aussi à notre société et développer notre esprit critique. Je suis persuadée également donc qu'on devrait travailler aussi beaucoup plus par projet, parfois sortir des disciplines traditionnelles qui sont aussi seules le savoir, travailler de manière interdisciplinaire, travailler par projet. Et j'ai envie de dire, et là je ferai peut-être un lien un peu scabreux avec la conférence de ce soir, mais avoir un enseignement un peu plus métissé, si j'ose dire. Et j'en viendrai là, cher monsieur Quintana Murci, à votre recherche, à vos recherches qui sont extrêmement intéressantes, d'autant plus aujourd'hui. J'ai vu que votre dernier livre s'appelait « Le peuple des humains » sur les traces génétiques des migrations, métissage et adaptation. Et je trouve extrêmement intéressant de rappeler, et c'est bien ce que vous allez faire tout à l'heure, que génétiquement, il n'y a pas de race. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. On le sait depuis un moment, mais je crois qu'il faut le rappeler, le marteler sans arrêt, et qu'au fond, nous sommes tous des métis, si j'ai bien compris en tout cas ce que vous alliez nous dire. Et que ce métissage, je dirais même plus loin, il a contribué à notre survie. Alors, je crois que vous aurez peut-être l'occasion de faire des liens avec la pandémie actuelle, en tout cas certains des généticiens et des chercheurs dans ce domaine le font. Mais je crois que c'est important de rappeler ça, parce qu'au-delà du biologique, au-delà du scientifique, on doit s'interroger sur notre société, à une époque où on remet régulièrement des murs, où on sépare les peuples, à une époque où le racisme, l'islamophobie sont des choses qui reprennent de l'ampleur. Je crois qu'on doit revenir encore et toujours sur ces vérités, revenir aussi sur l'importance des hautes écoles pour rappeler un certain nombre d'éléments scientifiques. C'est pour moi extrêmement important et je vous remercie de contribuer à ces éléments très, très importants. Voilà, mesdames. It's about how organizations can use data from the internet, whether it's generated from social media, online communities, and other kinds of digital platforms. Travailler sur la construction de la masculinité au Moyen-Âge, spécifiquement au XIIIe siècle, à travers des traités d'éducation, des textes pédagogiques au sens large, qui s'adressent à des enfants, à des adolescents et également à des hommes adultes. Bonjour, je m'appelle Lavinia Heisenberg, je suis professeure de cosmologie et d'astrophysique à l'ETH et ma recherche est sur la physique gravitationnelle. Associate professor at EPFL in Lausanne, and our research is about semiconductor devices for energy efficient and future communications. In particular, we look at high-performance materials such as wide bandgap semiconductors, and we design nanoscale structures to extract the most of their properties for these applications. Voilà, j'appelle maintenant sur scène les professeurs Dr Yvon Blom de l'Université de Saint-Gall, Anne-Lydie Dubois de l'Université de Genève, Lavinia Heisenberg de l'École Polytechnique de Zurich et Alison Mathioli de l'École Polytechnique fédérale de Lausanne. Je vous en prie, venez. My name is Bruno Correa. I work at EPFL and we work on protein engineering and vaccine design. We work in modifying proteins, which are the molecules that govern life, and we use computational tools to do so. And by doing that way, we can actually engineer these proteins and modify them so that we can then use them for purposes as vaccine engineering. Biomedical engineer from ETH Zurich. My research focuses on human-machine interfacing. In particular, we are trying to interface the human nervous system after the neurological disability with different rehab machines. My research focuses on the counterterrorism efforts led by the Shanghai Cooperation Organization and one of its founding members, Russia, and especially on the paradoxical implications of these efforts for civil society. Weber. I work at the University of St. Gallen, and in a few words, my research is about finding out how individuals make their economic and financial decisions, and then also to find out how these individual decisions lead to aggregate economic variables such as, for example, inflation, unemployment, or asset prices. And then further,
I find out what policies are optimal given such economic behavior. Stanislav Raskokovic de l'ETA, Mathias Weber de l'Université de Saint-Gall et Madame Annick Vallot de l'Université de Genève. S'il vous plaît. L'Université de Tucson, aux États-Unis, où il se perfectionne, avant d'intégrer l'Institut Pasteur, où il sera directeur de recherche jusqu'en 2019, date à laquelle il sera nommé professeur au Collège de France à la chaire Génomique humaine et évolution. Je mentionne d'ailleurs en passant que les cours qu'il donne dans cette dernière institution sont libres d'accès sur le site internet du Collège de France. Luis Quintana Musi est membre de l'Académie des sciences, a écrit plusieurs ouvrages, dont un récent publié aux éditions Odile Jacob, précisément sur le sujet qu'il abordera ce soir, et a reçu de nombreux prix scientifiques. Pour me donner l'opportunité de vous présenter aujourd'hui mes recherches et de vous raconter une histoire qui commence en Afrique il y a 200 000, 300 000 ans et qui finit aujourd'hui avec le Covid-19. Mais aussi, je voudrais féliciter les lauréats pour les excellentes recherches qu'on a vues dans cette vidéo et questions de pourquoi, quand on pose les yeux sur cette foule, comme on voit ici, pourquoi on est différent. Pourquoi, si on a des gens entre nous qui sont plus grands ou plus petits, pourquoi notre peau, la pigmentation de notre peau varie entre individus, entre populations. Pourquoi on n'est pas tous égaux face à la maladie. Prenons l'exemple du Covid-19. On sait que les 3 grands facteurs de risque, c'est être un homme, être âgé et être en surpoids. Mais pas tous les hommes âgés et en surpoids, heureusement, pas tous meurent du Covid-19. Donc pourquoi il y en a certains qui meurent et certains qui s'en sortent? Et c'est là qu'on peut faire appel à la génétique, à nos différences génétiques, à cette diversité qu'il y a entre nous. Et aujourd'hui, on peut se poser aussi des questions plus générales, comme par exemple, d'où nous venons? Quelle est l'histoire des migrations de notre espèce? Est-ce qu'on s'est beaucoup métissé entre nous ou pas beaucoup? Est-ce qu'on s'est métissé avec d'autres formes humaines, aujourd'hui disparues, comme l'homme de Néandertal? Donc c'est à ces questions qu'on peut répondre avec la discipline de la génétique de population. Différentes ont été consolidées, fondées au XIXe siècle, et c'est d'une part l'évolution par sélection naturelle, avec Charles Darwin, et d'autre part Gregor Mendel, qui propose les principes de l'hérédité. Il découvre, avec plein d'expériences qu'il faisait avec des petits pois, il voyait comment la couleur des petits pois se transmettait au cours des générations, et il découvre ce qu'on appelle aujourd'hui les lois de Mendel, que c'est simplement le fait que les gènes s'héritent de génération en génération du génome humain. Le séquençage du génome humain a été extrêmement utile pour mieux comprendre la structure de nos génomes, la quantité de gènes, que c'est ce qu'on a besoin pour faire des protéines et donc pour faire un être humain. Si on compare chacun de nous, quelles que soient nos origines géographiques ou ethniques, chacun de nous va être différent de cette séquence du génome humain séquencée en 2001 dans au moins 10 000 mutations qui changent les protéines. Protéines qui peuvent être impliquées dans la hauteur, dans la pigmentation de la peau, dans la résistance aux maladies infectieuses. Chacun de nous peut avoir jusqu'à 300 gènes qui ne fonctionnent pas. Ceux qui posent des questions, j'ai perdu ici, ceux qui posent des questions sur les niveaux de redondance dans notre génome. Est-ce qu'on a besoin de tous les gènes? Chacun de nous naît avec entre 50 et 100 mutations déjà
qu'ils ont été associés aux maladies génétiques. La raison pour laquelle la plupart de nous, on est sains, c'est qu'on porte ces mutations à l'état hétérozygote. C'est-à-dire qu'on a reçu juste une mutation du père ou de la mère, mais l'autre mutation n'est pas associée à la maladie. Et enfin, dépendant de l'histoire de la population, le fardeau de mutations délétères peut être différent. Des populations classiques, ce qu'on appelle une expansion démographique depuis longtemps, comme la plupart des Européens, des Africains, des Asiatiques, en moyenne, on manque moins de mutations délétères que certaines populations qui, pour des raisons historiques, à un certain moment de leur histoire, ils ont subi une réduction de leur taille. Par exemple, suite à un effet fondateur, suite à ce qu'on appelle un goulot d'étranglement, suite à une épidémie, suite à une guerre. Et ces populations-là, les Islandais, les Finnois, les Sardes, les Québécois, les Juifs askénazites, sont des populations où il peut y avoir un fardeau de mutation délétère plus important et donc certaines maladies récessives génétiques peuvent particulièrement toucher ces populations. Le Québec, c'est un exemple extrêmement iconique de comment un pays peut prendre en charge bien certaines de ces maladies qui sont extrêmement bien répertoriées. Qu'est-ce qu'on sait? Présente extrêmement peu de diversité génétique par rapport à d'autres cousins primates, comme les chimpanzés, que c'est tout ça, ou les gorilles, que c'est tout ça. Et alors, on va se dire, pourquoi, s'il y a des humains partout dans la planète, on est partout, on présente si peu de diversité génétique par rapport à d'autres espèces comme les gorilles, qui présentent beaucoup plus de diversité génétique, même s'ils sont localisés qu'en Afrique centrale. La réponse à ça, c'est qu'on est une espèce récente. On s'est originé il n'y a pas très longtemps. Quand on va voir, on s'est originé il n'y a pas très longtemps en Afrique subsaharienne. Quelles que soient nos origines, encore une fois, ethniques ou géographiques, malgré ce peu de diversité qu'il y a entre nous tous, 0,1% de nos génomes sera différent. 0,1% des 3 milliards que fait le génome, ça nous laisse quand même avec 3 millions de différences en moyenne entre deux individus. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la plupart de ces différences qu'il y a entre nous n'ont aucun effet. C'est ce qu'on appelle des mutations neutres. Ne changent pas la main, ou moins exprimées. Et donc, une partie infime de ces mutations peut expliquer nos différences qu'on appelle phénotypiques. Nos différences bénignes, comme c'est simplement nos différences apparence physique, mais aussi une partie de ces mutations peut expliquer nos différentes adaptations au climat, au froid de l'Arctique, à la vie en hypoxie avec très peu d'oxygène au Tibet, dans les hauteurs de l'Éthiopie ou dans la cordillère des Andes, où les gens vivent avec 40% de moins d'oxygène. Une partie de cette mutation explique pourquoi on ne va pas tous métaboliser de la même façon certains aliments. Le lait, c'est un cas classique. En Europe centrale, environ 40-50% de la population a la mutation qui nous permet. Les génétiques aussi expliquent pourquoi on ne métabolise pas tous les médicaments de la même façon. Et là, on rentre dans la discipline de la pharmacogénétique, c'est-à-dire comment notre profil génétique va influencer qu'on va répondre plus ou moins bien à tel antibiotique. Est-ce qu'on va développer des effets secondaires? Ça, c'est la pharmacogénétique. Et enfin, une des choses qui intéresse le plus en laboratoire, c'est comment ces différents génétiques qu'il peut y avoir entre nous peut expliquer pourquoi on n'est pas tous égaux face aux maladies infectieuses, bactéries, virus, parasites, champignons. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui grâce à la génétique? Qu'évidemment, il n'y a pas que la génétique, il faut contraster ça avec d'autres disciplines, comme l'anthropologie, l'archéologie, l'histoire, la linguistique. Et on sait aujourd'hui, et ça a été assez catégorique et grâce à la génétique, que nous tous, Homo sapiens, on s'est originé en Afrique il y a environ 200 000, 300 000 ans. On sait aussi qu'on a quitté l'Afrique
et ont se dispersé en Europe, en Asie. Il y a environ 20 000 ans, on a traversé le détroit de Bering pour peupler pour la première fois les Amériques. Il y a certaines parties du globe, comme le Pacifique Sud, qui ont été peuplées pour la première fois juste dans les dernières millénaires. Par exemple, en Polynésie, jusqu'à il y a 1500 ans, il n'y avait pas d'humains. Ce que c'est aujourd'hui ce qu'on appelle le triangle polynésien, au nord, Hawaï, au sud-est, l'île de Pâques, et au sud-ouest, la Nouvelle-Zélande, c'est 700-800 ans. Avant, il n'y avait pas d'humains. Vous voyez? Et ça continue après, avec d'autres migrations, comme l'arrivée des Européens colons aux Amériques, et la malheureuse traite d'esclaves transatlantique, mais pas que, parce qu'il y a eu toute une traite d'esclaves aussi à travers l'océan Indien. Donc voilà ce qu'on sait aujourd'hui un peu des grandes migrations de notre espèce. Dans ce cadre, un des premiers travaux que j'avais fait quand j'avais fait ma thèse en Italie, c'était montrer sur la base de l'ADN mitochondrial. L'ADN mitochondrial, c'est une partie de notre génome qui est héritée que par la voie maternelle. C'est-à-dire l'ADN mitochondrial de nous tous ici, c'est que celui de notre mère et de notre grand-mère maternelle et de notre arrière-grand-mère maternelle. Donc, on a pu montrer que l'homme, la première migration réussie hors d'Afrique, aurait commencé à partir de l'Asie de l'Est, l'Afrique de l'Est, il aurait quitté l'Afrique il y a environ 60 000 ans. Ensuite, Suisse allemand ou Italie. Tout ça pour vous dire que la différenciation génétique entre populations, tout est relatif. Tout ça, tout dépend de ce qu'on veut regarder et jusqu'où on veut regarder. Parce que si on pousse ce raisonnement et on va plus loin, on arrive juste à la différence entre deux individus. Et je vous rappelle que la plupart des différences génétiques, comme la conseillère d'État a mentionné, s'expliquent pour des différences 2 à 2, quelles que soient nos origines. Et les différences entre grandes populations humaines sont infimes. Donc, la plupart de notre diversité, c'est de la diversité interindividuelle et non pas interpopulationnelle. C'est évidemment, ça on le sait déjà, aboli, en tout cas dans le milieu scientifique, parce que l'idéologie scientifique commence environ il y a 10 000 ans au Moyen-Orient, et c'est celle qui va affecter principalement l'Europe. Mais comme vous pouvez voir ici, elle s'est originée dans différents spots, endroits au monde. Et une des questions qu'on s'est posées, c'est quand on passe d'être chasseur-cueilleur nomade à être agriculteur, s'entraîne une explosion de notre future population, parce que simplement on apprend à faire de la nourriture et pas juste à subsister sur la base de ce qu'on trouve, de ce qu'on chasse. On commence aussi à cohabiter avec des animaux domestiques. Donc on s'expose à de nouvelles maladies, des zoonoses qu'on appelle. On cohabite avec la saleté, donc toutes les maladies reliées aux eaux sales, comme le choléra, etc. On commence à déforester, à faire de la déforestation, ce qui ouvre des avenues pour que certains moustiques transmettent certains virus, comme le virus de la dengue, le malaria, le paludisme, etc. Donc pour essayer de comprendre comment cette transition majeure a affecté notre diversité génétique, on s'est concentré sur l'Afrique centrale. Et pourquoi l'Afrique centrale? Tout d'abord parce que l'Afrique centrale a été le théâtre d'un des plus grands mouvements de population de l'histoire de l'homme, ce qu'on appelle les migrations bantoues. L'agriculture s'origine en Afrique, dans cette région ici, ce que serait aujourd'hui entre le Cameroun et le Nigeria, et dans les dernières 4-5 000 ans, ensemble avec les langues bantoues, c'est pour ça qu'on parle de migration bantoue, s'établit dans toute l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, il y a environ 300 millions de personnes qui parlent de langue bantoue et remplacent la culture des chasseurs-cueilleurs d'avant. Malgré tout, et c'est pour ça que c'est intéressant l'Afrique centrale, il reste encore en Afrique, comme vous pouvez voir ici, des poches de populations de chasseurs-cueilleurs qui ont survécu des expéditions bantoues. Et notamment, en Afrique centrale,
on a les chasseurs-cueilleurs de la forêt, ou pygmées, qui c'est le groupe de chasseurs-cueilleurs actifs plus grand au monde. Donc, dans les dernières 15 ans, on a étudié ces deux populations, c'est-à-dire les bantous fermiers et les chasseurs-cueilleurs de la forêt pygmées, pour essayer de comprendre leur histoire. Séparés de ceux que sont devenus après les bantous fermiers, voire les Européens, qu'on a mis ici comme comparaison, il y a au moins 100 000 ans. Ça fait de cette divergence la deuxième divergence la plus ancienne population au monde. La première est que les fermiers bantous et les Européens ont subi des grandes explosions démographiques. C'est ce genre d'histoire qu'on peut reconstruire avec les études génétiques. Il y a différents pathogènes. Donc ça, c'est la base de l'adaptation biologique à l'environnement. Et tout en particulier de la sélection positive ou sélection darwinienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, repartons ensemble en Afrique il y a 60 000 ans. Comme nos ancêtres étaient tous là. Donc là, vous avez cette population de nos ancêtres, et la plupart des mutations que je mets ici avec des petits bonhommes sont bleues, ça veut dire neutre, ne sert à rien. Mais il y a une mutation, c'est un exemple que je vous donne, et cette mutation est fonctionnelle, en rouge, et cette mutation protège contre le paludisme, par exemple. Donc, il y a la division des populations, l'homme sort d'Afrique, qui fonde les premiers Européens, et donc les deux populations héritent la même mutation rouge. Mais ici, on va mettre une différence environnementale, c'est-à-dire on va mettre du paludisme en Afrique et pas en Europe. Vous pouvez faire l'envers, c'est la même chose. On fait passer le temps, ça c'est le passé, ici, et ça c'est le présent. Et on arrive jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? La mutation en Afrique va augmenter en fréquence, parce que ça a un sens, elle protège contre le paludisme, et en Europe, elle va rester à faible fréquence, voire disparaître. Donc aujourd'hui, dans quelques régions spécifiques de nos génomes, africains et européens, ou européens et asiatiques, ou asiatiques et amérindiens, vont être très différents. Mais ça, c'est très très rare dans nos génomes. Et ces rares situations où on est très différents, les chercheurs, on a mis une hypothèse, qui vont cibler des gènes qui ont participé à nos différences, simplement. Et c'est grâce à ça que dans la dernière décennie, il y a eu différentes études qui ont montré qu'effectivement, la sélection positive darwinienne a participé, par exemple, à que les Tibétains puissent vivre en altitude avec 40% de moins d'oxygène, que ça a participé aussi dans les différences de pigmentation de la peau, dans les différentes façons qu'on va réagir aux pathogènes. Et dans ce cadre, par exemple, notre laboratoire a montré déjà une bonne douzaine d'années que ces rares cas où on est très différents, ces mutations-là vont être principalement impliquées avec les changements de protéines ou les changements d'expression du gène. Mais la question qui nous intéresse, c'est pas celle-là, c'est où sont localisées ces mutations, dans quel gène, quelle est leur fonction. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé des gènes impliqués dans des traits morphologiques, pigmentation de la peau, développement des cheveux. Il ne faut pas faire de la génétique pour savoir que c'est des différences entre populations. Donc c'était un bon contrôle qu'on trouvait les bons phénotypes. Des gènes impliqués dans le syndrome métabolique, c'est-à-dire hypertension, obésité, diabète. On sait que ça varie aussi entre populations humaines. Et ce qui nous intéressait le plus, réponse immunitaire aux pathogènes. Alors à ce moment-là, vous pouvez vous demander si ce qui nous intéresse à nous, c'est mieux comprendre pourquoi on n'est pas tous égaux face à l'infection, pourquoi on s'intéresse à la sélection naturelle et à l'évolution. Tout simplement parce que jusqu'à hier, pratiquement, le début du XXe siècle, la mortalité infligée par les maladies infectieuses était énorme. Dans ces cours de survie, regardez par exemple ici, en jaune, le Royaume-Uni, fin 19e, que 38% de la population arrive à l'âge de 40 ans. Le Royaume-Uni, aujourd'hui,
98% de la population arrive à l'âge de 40 ans. Donc pourquoi juste en 120 ans, une expérience de vie si importante? Évidemment, grâce aux améliorations des conditions d'hygiène, l'arrivée des antibiotiques et les vaccins. Toutefois, vous pouvez voir que la même année que le Royaume-Uni, l'année 2000, c'est Mozambique, que 50% de la population arrive à l'âge de 100 ans, de 40 ans. Donc, à la fin du 19e siècle, dans toutes les familles, beaucoup de gens mouraient de maladies infectieuses avant l'arrivée des antibiotiques et des vaccins. Même des familles illustres, comme celle de Louis Pasteur, pourtant découvreur de la théorie microbienne, c'est-à-dire le fait juste quelque chose de si simple, nous paraît si évident aujourd'hui, que c'est que les maladies infectieuses sont créées par des micro-organismes. Donc, 3 de ces filles sont mortes de ce qu'on appelait à l'époque la fièvre. Rétrospectivement, c'est clair que c'est une maladie infectieuse et c'est probablement bien possible que ces 3 filles portaient une forme de vulnérabilité génétique à l'infection parce que 2 de ces enfants ont survécu malgré la même exposition en microbes que le reste de la famille. Et là, on se pose une question typique de génétique humaine. Pourquoi cette moitié est décédée? Pourquoi l'autre a survécu? Dans les dernières 15 ans, on a fondé donc, avec mes collègues de Rockefeller et de l'Institut Imagine, une nouvelle façon d'appréhender, de comprendre nos différences face à l'infection, qui met ensemble génétique clinique, génétique épidémiologique et génétique de population. Et donc, notre hypothèse, c'est allons voir comment la sélection naturelle, parce qu'il y a une mortalité tout au long de notre histoire, des sélections naturelles. Vous savez, la sélection naturelle n'est pas autre chose que la capacité à survivre et à se reproduire, et donc à passer ses gènes. Donc, ce qu'on a fait, c'est d'étudier comment la sélection naturelle a agi sur les gènes de l'immunité. Et ça nous a permis de différencier ceux que sont essentiels de ceux que sont redondants, de ceux que sont adaptables. Ça veut dire quoi? Ceux que sont essentiels, c'est ceux qui ne peuvent pas bouger, qu'il faut qu'ils soient intacts dans tout le monde, parce qu'ils jouent un rôle essentiel dans nos défenses contre les pathogènes, dans le cas de l'immunité innée. C'est quoi l'immunité innée? C'est tout notre système inné, que quand on est infecté, on a des cellules qui arrivent avec des récepteurs, et ces récepteurs vont reconnaître de warning, il y a une bactérie qui est rentrée. Donc on va déclencher tout un système immunitaire pour s'en débarrasser. Ça, c'est la réponse immunitaire innée. Elle agit quelques heures après, quelques minutes parfois, après être infecté. Donc c'est essentiel pour notre survie. On a pu identifier que certains récepteurs, par exemple de type TOL, surtout ceux qui sont impliqués dans la reconnaissance des virus, sont des récepteurs essentiels dans notre survie face aux pathogènes. Mais parfois, certaines mutations avantageuses pour notre survie, dans le cadre du système immunitaire, peuvent augmenter en fréquence dans une population donnée et pas dans l'autre, dépendant de l'environnement pathogénique de cette population. Et c'est ce qu'on a montré, par exemple, on a identifié certaines mutations qui sont impliquées, qui ont été avantageuses, ça s'appelle des interférons. Vous avez entendu peut-être parler des interférons dans le cas de Covid. Elles sont des molécules antivirales. Et on a identifié les mutations qui ont été avantageuses que chez les Européens, mais surtout chez les Asiatiques de l'Est. Et la preuve de concept qu'on est en train d'identifier les bonnes mutations avantageuses, c'est que ça a été montré, et d'ailleurs c'est un Suisse qui a montré ça, un excellentissime chercheur, que je pense qu'a reçu, j'espère même pas me tromper, le prix Lertis aussi, s'appelle Jacques Feller de l'EPFL, a montré que certaines de ces mutations sont associées à une clairance spontanée du virus de l'hépatite C. On a identifié aussi certaines mutations chez les Européens,
chez 30% des Européens que sont associés à une réponse inflammatoire un peu plus tempérée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système immunitaire a besoin de reconnaître qu'il y a quelque chose de mauvais qui rentre dans le corps, un virus, mais il ne peut pas non plus faire une réponse immunitaire trop forte. Parce que cette réponse immunitaire trop forte va se débarrasser du pathogène, mais aussi de nous. Vous voyez? Donc c'est un bilan, un compromis à acquérir. Et ce qu'on a montré aussi, si on prend toutes les mutations avantageuses dans notre système immunitaire, en génétique de population, on peut les dater. On peut savoir quand elles ont commencé à être avantageuses. Et on a trouvé que dans la plupart des cas, c'est entre il y a 3000 et 13 000 ans que c'est le moment où les différentes populations humaines passent d'un mode de vie chasseur-cueilleur nomade à un mode de vie sédentaire et agriculteur. Une question qui nous intéresse beaucoup dans ces dernières années, c'est le métissage. On est tous un peu africains, parce qu'on est sortis tous il n'y a que 60 000 ans d'Afrique. Évidemment, le que c'est relatif. En évolution, 60 000 ans, c'est hier. Donc, évidemment, ce n'est pas tous les Africains qui ont quitté l'Afrique. C'est un sous-ensemble des Africains, dont nous sommes ici les représentants. Mais après, est-ce qu'on se métissait avec d'autres formes humaines, comme extraire l'ADN des fossiles anciens, des os, d'autres formes humaines, que nous tous, hors d'Afrique, en tout cas, tous ceux entre nous qu'on est d'origine non africaine, on a tous dans nos génomes entre 2 et 2,5% de matériel génétique d'origine néandertalienne. Ça, c'est plus que démontré, et ça a été montré, et ça, ce que ça montre, c'est qu'à peine l'homme quitte l'Afrique, très vite, probablement quelque part au Moyen-Orient, il se métisse avec l'homme de Néandertal. C'est pour ça que tout le reste de la planète, on a entre 2 et 2,5% de matériel néandertal dans notre génome. Je vous promets que je ne fais rien. Et donc la question est, est-ce que ces 2,5% qu'il y a dans nos génomes d'aujourd'hui a servi à quelque chose? Pourquoi il est là? Est-ce qu'il est là justement parce qu'il ne fait rien, ça a été toléré, ou est-ce qu'il est là parce que ça nous a donné un avantage à nous, Homo sapiens? N'oubliez pas que quand nos ancêtres quittent l'Afrique, ils arrivent en Europe par exemple, ils doivent s'adapter à un autre environnement, au froid, un nouveau pathogène. Alors, au lieu d'attendre qu'un jour une mutation va arriver, que cette mutation, il faut avoir de la chance, nous protège contre des nouveaux virus. Et qu'en plus, cette mutation survit ce qu'on appelle la dérive génétique, c'est le hasard. Est-ce que c'est pas beaucoup plus logique, plus simple, se dire, ah tiens, il y a une population là, les Néandertals, qui vit là depuis 300 000 ans en Europe, donc par définition sont adaptés à l'Europe. Est-ce qu'on ne peut pas se métisser avec eux et acquérir des mutations qui sont adaptatives? C'est-à-dire que ça nous permet de nous adapter au nouveau environnement. C'est ce qu'on a voulu tester dans le cadre de l'immunité, et la réponse est oui. Les gènes de l'immunité humaine sont enrichis en origine néandertalienne par rapport au reste de notre génome. Ce qui suggère que quand Sapiens quitte l'Afrique, en se métissant avec l'homme de Néandertal, il a acquis des mutations qui ont permis aux premiers Européens de survivre les nouveaux pathogènes qu'ils ont rencontrés. Et notamment, on a trouvé, par exemple, cet exemple ici, sont environ 100 Européens. Chaque ligne, c'est un Européen d'aujourd'hui. Ces 3 gènes majeurs, en rouge, impliqués dans notre défense contre le pathogène. Si la ligne est blanche, comme la plupart, ça veut dire que toutes les mutations sont typiques de Sapiens. Mais s'il y a une barre bleue, ça veut dire que cet individu-là a une mutation d'origine néandertalienne. Vous pouvez voir que 37% d'entre nous d'origine européenne, on a tous ces gènes d'origine néandertalienne. Dans le laboratoire, on est en train de vouloir comprendre pourquoi et
quel est l'effet sur notre immunité. Donc, en utilisant une technique qui s'appelle CRISPR-Cas9, peut-être en français parfois on les appelle les ciseaux moléculaires, on prend des cellules sapiens, nos cellules, ex vivo, évidemment, c'est-à-dire pas dans notre corps, dans un tube, et on est en train de les néandertaliser. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? On met les mutations de Néandertal pour voir quel est l'effet sur notre immunité. Et notamment, ce qu'on a montré, que dans notre génome, les mutations qui contrôlent surtout les réponses face au virus sont particulièrement enrichies en origine néandertale, et tout particulièrement les virus ARN, comme le virus de la grippe ou même le SARS-CoV-2. Ce qui suggère que ce métissage avec l'homme de Néandertal nous a principalement aidé à mieux survivre les infections virales. Donc, en parlant de SARS-CoV-2, un cadeau qu'on a reçu encore de Néandertal, ça c'est le groupe en Allemagne de Svante Pääbo, récemment, il a montré qu'on a un morceau de chromosome 12 qu'il est présent dans environ 30% des Eurasiens en général, et ceux entre nous, donc ce 30% entre nous, qu'on a ces mutations-là néandertaliennes, on a une probabilité réduite, devant 2%, de développer un Covid sévère. Okay, donc c'est un cadeau encore qu'on doit à Néandertal, mais pas tous sont des cadeaux, parce que l'environnement peut changer. Ce qui était avantageux il y a 40 000 ans, quand on se métissait avec Néandertal, ne l'est pas nécessairement aujourd'hui. Changement de mode de vie, nouvelles maladies qui arrivent. Et donc ce que le même groupe a montré, c'est une série de mutations dans le chromosome 3, qu'il est présent dans environ 16% des Européens, mais 50% des Indiens, voire 62% des gens du Bangladesh, et ce 16%, en tout cas entre nous d'origine européenne, qui a cet haplotype de risque, ce cadeau empoisonné, il a un risque de 60 fois supérieur, 60% ou plus, d'être hospitalisé suite à une forme grave de Covid-19. Donc nous avons voulu au laboratoire chercher plus à comprendre qu'est-ce que toute cette partie de Néandertal fait en nous. Et c'est pour ça qu'on s'est beaucoup focalisé sur le Pacifique, sur les populations du Pacifique. Pourquoi les populations du Pacifique? Parce que les populations du Pacifique, du Sud-Est, ils trouvent une autre espèce humaine, une autre forme humaine, aujourd'hui disparue, que c'est ce que s'appelle l'homme de Denisova. L'homme de Denisova, c'est un cousin de Néandertal. Et donc ces populations du Pacifique se sont métissées aussi avec l'homme de Denisova. Donc ce qu'on savait, c'est que les populations du Sud-Est asiatique et du Pacifique, ils ont la partie néandertalienne plus la partie denisovienne. Donc on a voulu comprendre dans quelle mesure, qu'est-ce que ça fait. Donc pour cela, on a séquencé environ 300 génomes de différentes populations dans tout ce transect qui va de Taïwan, Philippines, Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Solomon, Vanuatu, etc. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que la proportion néandertalienne dans leur génome, comme attendu, est extrêmement homogène. Tout le monde, environ entre 2,2 et 2,9%. Mais la proportion denisovienne est complètement hétérogène. Ça va de 0% dans Taïwan et quelques populations de Philippines, jusqu'à 3,2% en Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans les îles Vanuatu. Donc ça veut dire que ces populations-là arrivent à 5-6% de leur génome, que c'est un héritage de formes humaines aujourd'hui disparues. Et la question qu'il faut se poser là, c'est quelle est la fonction de tout ça? Et ce qu'on a montré, c'est que tandis que la contribution néandertalienne est associée à des phénotypes très divers, immunité, développement neuronal, pigmentation, métabolisme, la contribution des denisoviens est presque exclusivement reliée au système immunitaire. Ce qui suggère beaucoup plus largement que l'homme quitte l'Afrique il y a 60 000 ans.
Très vite, ils se métissent avec l'homme de Néandertal. Et grâce à qui Sapiens acquiert tout un package général de mutations qui lui permet de faire face aux nouveaux environnements. Mais au fur et à mesure qu'il va vers l'Asie et l'Asie du Sud-Est, se remétissent avec l'homme de Denisova, et là, nos résultats suggéreraient que ce remétissage a principalement servi pour s'adapter aux pathogènes locaux qu'il a rencontrés au sud-est asiatique. Alors, c'était qui cet homme de Denisova? Parce que je vous rappelle qu'on n'a qu'un seul génome. Tandis qu'on a 6-7 génomes déjà, voire plus de Néandertal, actuellement il n'existe qu'un seul génome d'une phalange qui a été trouvée en Sibérie. Ça, c'est un bon exemple de comment la génétique, parfois, peut donner des réponses quand la paléanthropologie ne peut pas. Parce qu'avec une petite phalange, même si vous êtes un excellent paléanthropologue, vous ne pouvez pas savoir si c'est Néandertal, si c'est une autre espèce. Et c'est là que ce groupe-là, il a extrait l'ADN de cette phalange, il a dit, mais c'est pas de Néandertal ça, ce génome. Ils ont baptisé ce nouveau hominine l'homme de Denisova, parce que la grotte où il a été découvert en Sibérie s'appelle la grotte de Denisova. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est autre chose. On s'est dit, ok, on ne sait pas grand-chose parce qu'il y a un seul génome. Mais si on prend toutes ces populations-là du Pacifique, ils ont 3,2% de Denisoviens dans leur génome, et on prend tout ce petit morceau de dénisovitude, si je peux dire, on les met ensemble, là on peut presque ressusciter qui était l'homme de Denisova. Parce que là on va voir, est-ce qu'il était très divers, est-ce qu'il était très homogène, c'est ce qu'on a fait. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a confirmé que l'homme de Néandertal, effectivement, s'est métissé à une seule fois, il y a environ 60 000 ans, avec les ancêtres de tous les non-africains. Et ce qu'on a pu montrer, c'est qu'il y a eu au moins 4 événements de métissage entre les Denisoviens et la population d'Asie. Des métissages qui sont arrivés entre il y a environ 50 000 ans et pour les derniers, il y a environ 20 000 ans. Ce que nous a permis de suggérer que l'homme de Denisova aurait pu survivre jusqu'à il y a 20 000 ans. Et en plus, ce qu'on a montré, c'est que ces différents métissages se sont faits à partir des populations de Denisoviens qui sont extrêmement diverses entre elles. Et ces populations de Denisoviens, certains ont divergé il y a 400 000 ans, que c'est presque la divergence entre les Denisoviens et les Néandertaliens, que c'est environ 500 000 ans. Donc, c'est une question entre différents individus et entre différentes populations humaines. Il y a des continents entiers que toutes les populations sont métissées à différents niveaux. Même les populations, entre guillemets, les plus, entre guillemets, évidemment, boring, c'est que quand les Bantous sont déplacés tout au long de l'Afrique subsaharienne, effectivement, ils se sont métissés avec les Pygmées quand ils sont arrivés dans la forêt équatoriale. Ils arrivent en Afrique de l'Est et se métissent avec les populations pastoralistes autochtones qu'il y avait avant. Ils arrivent il y a 1500 ans, 2000 ans, en Afrique du Sud, et ils se métissent avec les populations de Chesapeake-Khoisan, ce qu'on appelait avant les Bushmen à langue agrique. Mais plus intéressant encore, ce qu'on a montré, c'est que ce métissage a été adaptatif. Ça veut dire quoi? Les Bantous fermiers, de leur métissage avec les Pygmées, ils ont acquis des formes du système HLA qui permet de mieux résister à certains pathogènes. Les Bantous arrivent en Afrique de l'Est et de leur métissage avec les populations locales pastoralistes, ils acquièrent la mutation qui leur permet aujourd'hui de pouvoir boire du lait à l'âge adulte. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est que ce métissage a été bénéfique dans les deux sens. Parce que les Bantous, quand ils arrivent dans la forêt équatoriale, ils amènent le paludisme. Mais ils ont amené aussi la mutation. Ils ont donné, il y a 6000 ans, aux Pygmées, la mutation qui leur permet de résister au paludisme. C'est la fameuse mutation S dans le gène qui code
pour la bêta-globine. Ce qui montre la nature adaptative et avantageuse du métissage. Mais ce qui a été avantageux au passé, avec les changements de mode de vie, comme on a vu avec l'exemple du Néandertal et le Covid-19, peut se révéler délétère. Et surtout quand il y a un changement de mode de vie, on a vu ici, par exemple, que beaucoup de mutations qui ont été avantageuses au passé, aujourd'hui ne protègent pas contre une maladie. Mais ils augmentent le risque de développer une maladie, parce que c'est complètement contre-intuitif. Comment c'est possible que si cette mutation est avantageuse, elle donne une maladie? La réponse se trouve dans la nature de maladie qu'on voit là-haut. Aucune sont des maladies infectieuses. Ce sont des maladies auto-immunes, des allergies ou des maladies inflammatoires. Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant 95% de notre histoire, comme espèce, on a été complètement entouré de pathogènes. Donc, on a développé des systèmes pour avoir un système immunitaire extrêmement combatif. Quand vous enlevez un peu cette charge pathogénique, les mêmes mutations peuvent être à la base de certaines maladies inflammatoires, allergiques ou auto-immunes, comme la maladie de Crohn, la maladie cœliaque ou le diabète de type 1. Ça, il y a des études extrêmement intéressantes en Europe qui montrent que la chute de maladies infectieuses aux années 50-60 en Europe coïncide parfaitement avec l'augmentation des allergies, des maladies inflammatoires et auto-immunes. Grâce à l'ADN ancien, on ne peut pas seulement savoir découvrir une nouvelle espèce, comme ça a été fait avec l'homme de Denisova, mais on peut aussi reconstruire l'histoire d'une épidémie. Et en 2 minutes, j'aimerais partager avec vous un de nos travaux les plus récents. On s'est intéressé à la tuberculose. Et pourquoi la tuberculose? Parce que la tuberculose continue à être une des 3 maladies les plus meurtrières au monde, avec HIV et le paludisme. Et même si en Europe, comme vous pouvez le voir ici, on se porte beaucoup mieux, la tuberculose est considérée comme la maladie qui a été le plus meurtrière dans l'histoire européenne. Mais on connaissait très peu des bases génétiques de la tuberculose. Jusqu'à que nos collègues, encore une fois Jean-Laurent Casanova de Rockefeller à New York, il a identifié une mutation qui est présente dans les populations, comme vous pouvez le voir ici, en vert, d'origine européenne, ou métissée avec les Européens, entre 2 et 4% d'entre nous. Ce qui paraît peu, mais 2-4% des Européens, c'est des millions d'Européens. Et il a montré que ceux qui ont cette mutation, ils ont un risque accru de développer une tuberculose, certainement quand ils sont exposés à la tuberculose. Donc nous, on a utilisé cette mutation pour mieux comprendre l'histoire de la tuberculose en Europe. Qu'est-ce qu'on a fait? On a étudié 1000 génomes d'anciens Européens. Des Européens qui ont vécu en Europe entre il y a 10 000 ans et aujourd'hui. Donc on a cherché cette mutation, et c'est ça ici que vous pouvez voir la fréquence de cette mutation. Qu'est-ce qu'on voit? La mutation apparaît pour la première fois il y a environ 10 000 ans. La mutation monte en fréquence jusqu'à presque 10% des Européens dans l'âge de bronze, pour après diminuer drastiquement jusqu'aux 2, 3, 4% actuels. Or, en génétique de population, on peut savoir si ces changements de fréquence sont dus au hasard ou s'ils sont dus à la sélection naturelle. Et donc, du coup, cette chute ici, on peut savoir si c'est dû à la sélection naturelle. Parce que si c'est dû à la sélection naturelle, ça veut dire que la tuberculose a commencé à être un fardeau environ il y a 2-3 000 ans. Et la réponse, c'est on a trouvé qu'effectivement, cette mutation a évolué d'une façon neutre, et c'est que pendant les 2 derniers millénaires que cette mutation a été soumise à la sélection négative. C'est-à-dire, cette mutation a commencé à être délétère. Ce qui suggère que la tuberculose a été un gros fardeau pour la santé européenne dans les 2000 dernières années. Pour finir, je voudrais vous dire, mais qu'est-ce qu'on en fait avec tout ça? On
On a beaucoup de diversité génétique, mais on n'est pas en boîte à gènes, évidemment. On vit dans un environnement donné. Et donc, il y a environ 10 ans, avec un collègue qui s'appelle toujours Matthew Albert, moi je dis qu'il s'appelait parce qu'il a changé d'institution. On a pu se dire, ok, donc cette diversité génétique, comment elle se traduit en diversité immunitaire? Si on prenait nous tous ici aujourd'hui, pourquoi certains d'entre nous on est ici? On a un système immunitaire très réactif, ce qui nous rend plus protégés en théorie contre les maladies infectieuses, mais plus vulnérables à certaines maladies inflammatoires ou auto-immunes. De même ici, pourquoi certains d'entre nous on est ici? On a un système immunitaire un peu plus faible. C'est l'âge, c'est le sexe, c'est la génétique, c'est ce qu'on mange, c'est le microbiote, c'est-à-dire tous ces milliers de microbes qui vivent avec nous d'une façon gentille. Donc, on a créé un consortium qui s'appelle Milieu Intérieur. Ça vient de Claude Bernard, c'est le père de la médecine expérimentale, physiologiste, qui avait dit que notre milieu intérieur, c'est-à-dire tous les liquides qu'on a, c'est ce qui dirige, en gros, qui régit notre vie. Donc pour ça, on a recruté 1000 individus, 500 hommes, 500 femmes, stratifiés par âge, de 20 ans jusqu'à 70 ans. Et on a étudié leur génétique, leur épigénétique, questionnaire nutritionnel, passé vaccinal, mode de vie, entourage social, alors différence du système immunitaire. Je vous rappelle qu'on ne travaille pas avec des individus malades, mais on travaille avec la population générale, nous tous. Et donc, permettez-moi de partager avec vous 2 exemples. Le premier, on s'est posé une question très simple. Quels sont les facteurs qui font que dans notre sang, il y a des différents de type cellulaire? Certains ont plus de lymphocytes, que de monocytes, peu importe. Et sur 140 variables possibles, est-ce que c'est notre âge, est-ce que c'est ce qu'on mange, est-ce que c'est le fait d'être ou pas vacciné, quelles sont les variables qui ont un impact sur notre diversité, encore une fois, des cellules sanguines? Il va montrer qu'il n'y en a que 5. C'est notre génétique, le fait d'être infecté chroniquement par le cytomégalovirus. Beaucoup de nous, on est infectés, on ne le sait même pas. C'est une infection chronique bénigne, dans la plupart des cas. L'âge, le tabagisme et le sexe. On a fait la même chose avec notre microbiote. Qu'est-ce qui fait que notre microbiote est différent des autres? J'aimerais qu'on se pose les 3 questions essentielles qui nous intéressent depuis qu'on existe. Que c'est d'où nous venons, que sommes-nous et où allons-nous? Et donc, ces questions sont symbolisées ici. Le d'où venons, groupe de femmes avec un nouveau-né. Le que sommes-nous, c'est la relation de la jeunesse avec la nature. Et le où allons-nous, c'est symbolisé ici par la vieillesse et l'au-delà. Donc, pour terminer, mesdames et messieurs, ce que je voudrais, c'est de répondre à ces 3 questions d'une façon très simple. On peut dire aujourd'hui, d'où venons-nous? D'Afrique. Que sommes-nous? Simplement des métis. Notre génome n'est pas autre chose qu'un mosaïque de tous nos ancêtres, avec tous les métissages qu'il y a eu. Et où allons-nous? En tout cas, ce que je pense et ce que j'espère, je pense qu'on va vers une société plus inclusive de la diversité, vers une médecine qui tient plus compte de nos différences, notre diversité, nos différences. Différence, ce n'est pas un mauvais mot. Qui tient compte de la génétique, qui tient compte du mode de vie, et vers une médecine alors plus adaptée à l'individu et aux populations humaines. D'ailleurs, tout ce il y a une citation qui illustre très bien ça, avec beaucoup d'humeur, que j'aime beaucoup, que c'est le meilleur médecin est la nature. Elle guérit les 3 quarts des maladies et ne dit jamais de mal.